Alors bienvenue à tous dans ce débat du second tour des élections en fait qui oppose les deux candidats qui sont arrivés en tête de ce premier tour, J7 et Tom Ocomte. Je ne vais pas vous demander de vous représenter, mais je vais vous poser une question très simple à tous les deux, chacun votre tour en une minute à peu près, pour commencer ce débat. Euh, Comment comptez-vous convaincre ceux qui n'ont pas voté pour vous au tour précédent de vous rejoindre? Et le tirage au sort a désigné J7 pour commencer. Écoutez, déjà bonsoir et merci de votre accueil. Donc, si je devais donner une raison de pourquoi il faudrait voter pour moi, que vous l'ayez fait au premier tour ou pas, écoutez, je pense que j'ai un projet qui est clair, je pense que j'ai un projet qui est réaliste, qui est pragmatique, et je pense que j'ai un projet qui peut remettre la France sur de bons rails. Donc, je pense que c'est une bonne base déjà pour voter. Alors que vous soyez d'accord avec tout ou pas, je pense que vous y retrouverez des, des propositions intéressantes pour redresser le pays. Et Tom Ocomte, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question aussi? Vous m'entendez? Allô? Ah, mon micro était coupé. Euh, Tom Ocomte, est-ce que vous pouvez répondre à cette question aussi du coup? Dans le second tour, vous avez le choix en fait entre deux modèles de société, un libéral, mondialiste, anti-écologiste, et un autre plus juste, plus protectionniste, plus écologique. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est regarder l'état du pays après 40 ans de néolibéralisme effréné, voilà. Il n'y a plus de travail, on ne produit plus rien, on dépend des autres pour tout ce qui est essentiel. Notre modèle social est démantelé pièce par pièce. On continue à nous vendre plus de libre-échange, plus de baisse de coût du travail. La majorité se saigne tous les jours au travail, meurt la bouche ouverte, au nom d'une riche minorité qui cherche qu'à se maintenir dans son rôle dominant. Donc ça suffit, le capitalisme a régné pendant 40 ans, mais aujourd'hui ça ne marche plus, la théorie du ruissellement ça n'a jamais fonctionné, on arrive au bout d'un cycle, et donc moi je propose un projet, voilà, la possibilité d'avoir un autre monde, une France avec une économie au service de l'intérêt général, au service de l'intérêt des citoyens et non pas à l'inverse. Ce projet est le seul projet qui permettra à notre pays, voilà, de relever le défi social, le défi environnemental, le défi démocratique. Ce projet est juste, humain, écologique, démocratique et au service des intérêts de la France. Alors pour mettre fin à ces 40 années de néolibéralisme qui ont tout détruit, eh bien, je propose un renouveau écologique, économique et démocratique, et j'appelle tous ceux qui veulent une France plus juste et plus écologique, plus démocratique à voter pour moi au second tour. Très bien, merci à vous deux pour cette présentation primaire pour amorcer le débat. On va commencer tout de suite avec un sujet très concret, économique. La première question va être pour J7, pour alterner un petit peu entre vous deux. J7, selon vous, est-ce que le SMIC doit être augmenté? Écoutez, non, je ne pense pas que le SMIC doive être augmenté pour répondre directement à cette question directe. Non, il ne doit pas être augmenté parce que, au vu des 2800 milliards de dettes que nous avons, si on commence à augmenter le SMIC maintenant, ça va nous coûter cher et on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il y a d'autres solutions justement pour que le pouvoir d'achat et le SMIC net justement augmente. Je propose par exemple de baisser la CSG, la cotisation salariale générale, pour justement permettre une hausse du pouvoir d'achat pour les Français et non le SMIC, ça serait bien trop coûteux pour l'État, donc c'est une mauvaise idée sur moi. Et Tom, selon vous, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC par rapport à ce que vient de dire J7? Alors moi je pense très clairement qu'il faut augmenter le SMIC, d'ailleurs je propose de l'augmenter à 1400 euros net, parce que en 10 ans, les dividendes des entreprises ont augmenté de 70%, tandis que les salaires n'ont augmenté que de 12%. Et on voit bien aujourd'hui, dans la situation actuelle, que énormément de Français ont du mal à finir les fins de mois. Et le plus efficace, le plus simple pour entraîner une hausse des salaires, c'est augmenter le SMIC, qui permettra une hausse généralisée des salaires jusqu'à au moins 3 000 euros.
Mais ça ne suffit pas pour avoir pour ça ne suffit pas pour avoir un pouvoir d'achat plus haut pour les Français. Il faut favoriser également la répartition des richesses, parce qu'augmenter le SMIC pour ceux qui travaillent, c'est très bien. Il faut que le travail paye mieux, parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à vivre de leur travail, mais aussi énormément de gens qui ne vivent presque pas parce qu'ils n'ont pas de travail, et donc il faut éradiquer cette pauvreté. C'est pour ça que je propose notamment de créer une allocation d'autonomie de 1063 euros pour éradiquer la pauvreté en France, parce que évidemment le salaire c'est très important, mais il ne faut pas oublier ces 10 millions de pauvres qui n'arrivent pas à vivre, qui ne font que survivre, et dont on ne parle pas assez. Très bien, d'accord. Alors, Donc, oui. oui, donc je peux réagir? Alors, donc Monsieur Ocomte, vous nous proposez une augmentation directe du SMIC. J'ai envie de vous demander, déjà vous parlez d'une augmentation directe du SMIC. Alors pourquoi donc les autres pays ne l'ont-ils déjà pas fait? Premièrement, première question. Et ensuite, il y a actuellement entre 800 000 et 900 000 emplois qui sont disponibles actuellement. Alors pourquoi justement dire qu'on a un problème d'emploi dans ce pays? Alors déjà, c'est pas parce que les autres pays ne le font pas qu'on ne devrait pas le faire. Les autres pays ne sont pas des exemples en matière de salaire et en matière de protection sociale. Et puis ensuite, le travail, eh ben, on n'en a pas, ou alors c'est des travaux sous-payés avec des CDD, des intérims. Emmanuel Macron qui se vante d'avoir réduit le chômage, sauf que la majorité des gens qui ont été embauchés l'ont été en CDD, en intérim, donc des contrats précaires où les gens sont très mal payés. Donc les entreprises aujourd'hui embauchent à des coûts dérisoires. Et honnêtement, je trouve ça assez scandaleux dans la mesure où chacun devrait pouvoir vivre un minimum de son travail sans être payé 700 euros en intérim. Donc, même s'il y a 800 000 ou 900 000 emplois disponibles, les entreprises ne sont absolument pas prêtes à embaucher un coût du travail élevé, et je pense qu'il faut les forcer à embaucher avec des salaires dignes parce qu'on ne vit pas avec 800, 900 euros par mois. Voilà. D'accord, donc maintenant que cette question du SMIC a été abordée, on peut aborder une autre question qui est assez liée. À part l'augmentation du SMIC que propose Tom Ocomte, comment vous deux vous comptez augmenter le pouvoir d'achat des Français? Et on commence par J7. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je propose pour que le pouvoir d'achat des Français soit rétabli, une baisse de la CSG, une baisse qui va leur permettre une économie, en tout cas une augmentation sur le salaire net d'environ 300 euros. Donc, je pense que c'est déjà une bonne méthode d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et je pense que c'est bien plus utile, et bien plus efficace que d'augmenter les salaires, ce qui ne s'est fait nulle part. Même dans les pays qui ont atteint le plein emploi et qui sont économiquement bien fournis. Donc je pense effectivement que c'est une bonne idée. Et Tom, Ocomte, que proposez-vous par rapport à ce pouvoir d'achat? Alors déjà pour le pouvoir d'achat, donc j'ai dit l'augmentation du SMIC à 1400 euros, l'augmentation de 10% du salaire de tous les fonctionnaires, parce que leur salaire n'a pas augmenté depuis plus de 12 ans, et aussi également passer de 5 à 14 tranches d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui toucheront moins de 4000 euros par mois paieront moins d'impôts. Ceux qui paieront plus de 4000 euros par mois paieront un peu plus d'impôts, mais c'est 75% de la population française qui paiera moins d'impôts avec ce que je propose. Ensuite, je propose également de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à se nourrir correctement, notamment avec la crise ukrainienne qui a fait bondir les prix. Et donc, je pense qu'il faut agir sur cette TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Donc, c'est pour ça que je propose de le baisser. Et j'ai juste une question pour J7. Si vous baissez les cotisations sociales, la CSG, comment vous comptez financer tout ce qui est sécurité sociale, retraite, tout ça? Non, parce que c'est
encore une fois la même politique que depuis 40 ans, baisser les cotisations sociales, c'est-à-dire détruire notre modèle social en fait. Et donc c'est continuer dans cette logique-là. Donc comment vous financez notre sécurité sociale en baissant la CSG? Alors, pour vous répondre très simplement, j'ai un plan pour justement financer cette baisse. Donc déjà, je propose, mais alors ça c'est un autre débat, mais là ce sont des propositions pour justement désendetter la France, parce que 2800 milliards d'euros de dette, ça fait beaucoup. Donc déjà, je propose de privatiser un grand nombre d'entreprises publiques. On voit que la SNCF, c'est quand même 17 milliards par an, ça nous ferait, donc en tout, en privatisant un grand nombre d'entreprises, ça nous ferait quand même une économie de 100 milliards d'euros par an, donc ce serait pas mal. Ensuite, je propose de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 66 ans, qui nous ferait une économie de 28 milliards d'euros par an. Je propose également de supprimer 700 000 postes dans la fonction publique, avec une économie à la clé de 2,5 milliards. Et je pense que c'est justement comme cela que nous arriverons à quelque chose, à un résultat correct. Alors, ensuite, Monsieur Ocomte, vous me proposez, donc, si j'ai bien compris, que l'on passe de 5 à 14 tranches. Alors, je ne me rappelle plus, c'est pour quelle proposition que vous proposez 5 à 14 tranches? L'impôt sur le revenu que je fusionne avec la CSG. Voilà, exactement. Donc, vous proposez de passer de 5 à 14 tranches pour l'impôt sur le revenu et de supprimer le quotient conjugal, si j'ai bien compris. Oui, supprimer le quotient conjugal parce que c'est pas normal d'avoir des personnes qui dépendent fiscalement de leur conjoint. D'accord. Donc, en fait, vous voulez donc un système plus complexe, une gestion bureaucratique qui sera trop compliquée. Mais ça n'a rien de Non, attendez. ça n'a rien de bureaucratique. Pas la bonne solution. Je pense que les Français, quand même, méritent mieux qu'un système socialiste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec 2800 milliards de dettes, on n'a pas les moyens de financer tout ça. On n'a pas les moyens, malheureusement. J'aurais bien voulu qu'on ait les moyens. Mais alors, malheureusement, on ne les a pas. Donc, je pense qu'avant de faire des dépenses, d'énormes dépenses en matière sociale, il faut d'abord donner un emploi aux gens. Il faut d'abord désendetter le pays. Et je pense que c'est comme ça qu'on reviendra vers une économie plus saine. Alors, j'ai entendu beaucoup de bêtises, donc je vais prendre le temps pour répondre. Alors déjà, supprimer 700 000 postes de fonctionnaires. Donc, on a un hôpital public qui est à bout de souffle, on a des classes qui sont surchargées de 35 à 40 élèves, on a des personnes qui doivent faire 45 minutes de voiture avant de trouver un centre de poste ou un commissariat. Et vous, votre seule solution, c'est on supprime 700 000 postes de fonctionnaires, on détruit la fonction publique, alors qu'à l'inverse, il faut embaucher des fonctionnaires parce qu'on manque de service public. Le service public, c'est ce qui permet d'avoir une bonne éducation, ce qui permet d'avoir un minimum un hôpital public qui fonctionne, d'avoir une santé assurée pour tous. Et ça permet également de créer des commissariats, d'embaucher des policiers. Ensuite, vous parlez de la retraite à 66 ans. Alors c'est bien parce que vous voulez lutter contre le chômage, mais vous voulez augmenter la retraite à 66 ans, donc prolonger le travail des seniors, qui en plus, pour la majorité d'entre eux, sont licenciés par les entreprises. Donc vos économies que vous faites sur la retraite, vous allez les payer en allocation chômage derrière, donc ça ne sert à rien. Et en plus, vous allez rendre plus difficile l'accès au travail pour les jeunes, donc ça ne va absolument pas aider pour le chômage. Ensuite, vous nous parlez du fait que ce serait bureaucratique, d'avoir 5 à 14 tranches, tout ça. Absolument pas, c'est juste le même système, c'est juste qu'il y a des tranches en plus, ça ne change rien, c'est le même fonctionnement, c'est pas compliqué. La récolte des impôts fonctionnerait pareil, c'est pas bien compliqué à faire, on sait le faire. Honnêtement, cet argument-là, je comprends pas bien. Puis surtout, c'est avant tout dans une idée de justice sociale. C'est pour rendre, l'impôt sur le revenu plus juste, que chacun paye plus en fonction de ce qu'ils gagnent. Aujourd'hui, les classes moyennes sont étouffées par l'impôt sur le revenu parce qu'elles sont dans un entre-deux qui fait que elles vont payer soit beaucoup trop cher, soit beaucoup trop peu pour ce qu'elles gagnent. Donc il faut augmenter le nombre de tranches pour rendre cet impôt plus juste et plus fonctionnel. Et puis vous nous avez parlé du fait qu'il fallait réduire la dette, oui, sauf que les politiques d'austérité, ça fait 20 ans qu'elles sont là. Et ça fait 20 ans que la dette augmente. Donc l'austérité pour réduire la dette, ça ne fonctionne pas, on l'a bien vu. Ce qu'il faut pour réduire la dette, c'est relancer l'économie, faire une relance économique. Et par cette relance économique, on aura plus de recettes fiscales, plus de recettes pour l'État, ce qui permettra de rembourser la dette.
et c'est plus efficace, je Justement, trouve. la prochaine question, elle était pour vous, Tom, et elle portait sur la dette publique. On a eu un semblant de réponse, mais est-ce que selon vous, annuler la dette publique, ce serait une bonne idée pour la France? Alors, la majorité de la dette de la France, en fait, est détenue par la Banque centrale européenne. Et en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que cette dette ne sera jamais remboursée. En fait, parce que la majorité des États membres de l'Union européenne ont une dette auprès de la Banque centrale européenne, et c'est juste la Banque centrale européenne qui fait de la création monétaire, de la spéculation, mais cette dette, elle sera jamais remboursée. Donc, on le sait très bien. Donc, on pourrait annuler une partie de la dette détenue par la BCE, mais pas l'entière totalité de la dette. Notre dette ne dépend pas que de la BCE, elle dépend d'autres États. Donc, on pourrait annuler une partie de la dette auprès de la BCE et le reste de la dette, on pourrait le rembourser, comme je l'ai dit, en faisant une relance économique, une relance keynésienne qui permet de réactiver le cycle économique et donc d'avoir plus de recettes, etc. D'ailleurs, mon projet est totalement chiffré, je l'ai posté sur mon compte de campagne. Avec mon projet, on réduit le déficit public. On réduit le déficit public et on peut engager le remboursement des intérêts de la dette. Donc, là, sur la dette, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et pour Alors, vous, Lucette, le remboursement de la dette publique doit se faire ou cette dette doit être annulée? Comment voyez-vous ça? non, non, pas du tout, mais je pense que je vais répondre point par point rapidement, si vous me le permettez, pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent. Donc, premièrement, vous me parlez par rapport aux fonctions publiques. Moi, ce que je veux, que les employés de la fonction publique soient mieux payés, moins formés, et moins d'employés, donc moins de gens, mais plus d'efficacité. Alors ensuite, pour ce qui est de la retraite, je vous ferai signaler que je vous signalerai qu'en réalité, en Europe, si vous regardez bien, nous on est à 62 ans, mais en réalité, en Europe, la moyenne c'est entre 64 et 67 ans. Mais l'Europe n'est Donc, pas un non, exemple, attendez. c'est pas un Non, exemple l'Europe, c'est du laissez-moi néolibéralisme terminer, pur l'Europe, c'est pas un exemple, s'il vous plaît. pas un Je ne exemple vous l'Europe. ai pas interrompu, je vous ai laissé faire un long monologue. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi juste terminer. Donc, les pays européens sont en moyenne à 65-66 ans, et vous allez m'expliquer que nous, la France, alors que nous avons donc une dette énorme et un chômage monstre, vous allez nous expliquer que c'est la politique menée pendant 40 ans de reculer l'âge du départ à la retraite, donc il va nous sauver. Bon, je pense que c'est un petit peu prendre ses fantasmes pour des réalités. Ensuite, moi, je souhaite baisser les impôts. Donc l'impôt sur le revenu, bon, ce ne sera plus vraiment un problème quand il sera baissé. Vous comprenez? Je pense que ce n'est pas une question de tranche, c'est plutôt une question de moins d'impôts pour plus de liberté dans l'économie française. Donc ensuite, pour ce qui est de la dette. Donc la dette, alors, on ne va pas l'annuler parce que certains nous font croire que l'annulation de la dette qui est détenue par la banque, ce serait une solution. Bah, il n'en est rien parce qu'une dette, ça ne peut pas être annulée, elle peut être refinancée à l'échéance, mais c'est jamais automatique. Et ensuite, je voudrais signaler que on va avoir un sérieux problème parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Grèce, qui n'était pas un pays pauvre, quand même avant 2008, qui était quand même un pays qui s'améliorait économiquement, qui n'était pas au niveau de la France, mais qui quand même s'améliorait. Donc la Grèce, qui n'était pas un pays pauvre avant 2008, mais ils étaient si endettés que, en fait, l'économie, elle s'est effondrée. Donc le PIB passe de 354 milliards USD en 2008 à 299 milliards en 2010 et finalement 237 milliards en 2014 pour finalement atteindre le plus fort de la crise, 195 milliards en 2015. Et ça a entraîné évidemment une baisse du niveau de vie et une explosion du taux de chômage. Donc je pense que non, il y a un réel problème avec la dette et qu'on doit justement régler ce problème au plus vite. Je vais répondre parce que... Alors, je tiens quand même à faire remarquer un truc, c'est que vous comptez rembourser la dette en faisant de l'austérité. Bon, ce qui marche pas, ça fait 20 ans que ça ne fonctionne pas, mais vous voulez rembourser la dette en réduisant les cotisations sociales, donc en détruisant notre modèle social, en supprimant le RSA, en montant la retraite à 66 ans. Donc en fait, vous voulez rembourser la dette en faisant souffrir la majorité des Français les plus pauvres, les plus précaires. Non mais c'est bien, on voit
on voit la vision que vous avez de l'économie, c'est une vision purement dans l'idée de faire des profits. Moi, ma vision de l'économie, c'est que l'économie, elle doit être au service de l'intérêt général. Elle ne doit pas être là pour détruire la population. Je vais vous répondre à nouveau sur la retraite, mais vous avez dit que vous parlez du chômage pour la retraite, mais je vous l'ai dit, la retraite à 66 ans, ça va augmenter le chômage des seniors et le chômage des plus jeunes. Ce n'est absolument pas une solution pour le chômage, ça ne fonctionne pas. Et en plus, un tiers des travailleurs précaires sont morts à 62 ans avant de partir à la retraite. Donc c'est une politique totalement inhumaine que de monter la retraite à 66 ans. Bref. Et sur la dette, moi, je l'ai dit et je le répète, mon programme est chiffré. Je réduis le déficit de 17 milliards par an avec mon projet. Donc si la dette, ça vous inquiète tant, ne vous inquiétez pas, j'ai chiffré mon programme. Le déficit sera réduit grâce aux impôts que nous allons augmenter sur les plus riches qui ont vu leur fortune doubler en 5 ans, tandis qu'on a eu 2 millions de pauvres en plus. Je pense qu'on peut avoir un peu plus de justice sociale, un peu plus de justice économique pour que tout le monde vive un peu mieux dans ce pays. Mais très bien, mais alors, si je peux vous répondre rapidement, déjà, je vous ferai remarquer que dans les années 1980, la politique d'austérité que vous condamnez tant, le Royaume-Uni l'a exercée et ça a permis à Margaret Thatcher à l'époque de redresser le pays économiquement. Oui, Ensuite, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ils ne souffriront pas, les personnes qui vont être impactées par la suppression du RSA. Mais pourquoi? Parce que comme je baisse la CSG, comme je vous ai expliqué, augmentation du salaire net, donc ils travailleront et donc ils gagneront plus. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, pour ce qui est de la dette, j'ai également un programme justement pour me débarrasser de la dette. Ensuite, si je peux me permettre, vous voulez donc augmenter les impôts. Donc vous voulez rétablir, si j'ai bien compris, l'ISF et supprimer la flat tax. Bon, les gens ils vont partir. L'ISF fait partir les riches qui ont besoin. Et comme on l'a vu, donc entre 1997 et 2006, il y a eu plus de 200 milliards de capital qui est parti à cause de l'ISF. Donc je pense qu'on aura un réel problème avec la politique que vous menez. Alors juste, le RSA, les gens qui touchent le RSA, ce sont les gens sans emploi. Hein, sans emploi. Ils sont 1 095 000. Donc vous allez leur dire du jour au lendemain, on vous supprime le RSA, vous avez plus de ressources, mais vous inquiétez pas, les entreprises vont pouvoir vous embaucher à un salaire misérable et au final votre situation ne changera pas. Donc bien sûr que si, avec votre politique, les gens qui touchent le RSA vont mourir la bouche ouverte. Il faut être clair là-dessus. Bon. Et ensuite, vous nous parlez de Margaret Thatcher. Bon, je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple, parce que Margaret Thatcher, on l'a bien vu, la pauvreté a augmenté en Grande-Bretagne sous sa politique, mais on voit bien que vous n'en avez rien à faire de la pauvreté. Votre seul objectif, c'est justement de faire en sorte que les riches puissent s'enrichir encore plus. Et sur l'ISF, je vais vous répondre. En 2012, on avait 310 000 personnes éligibles à l'ISF. En 2017, ils étaient 360 000. Donc vous voyez bien que même avec l'ISF, le nombre de riches a augmenté en France. Donc vous inquiétez pas, ils ne partiront pas. Et si jamais ils partent, je propose de créer l'impôt universel pour les taxer, même s'ils sont en dehors du pays. C'est d'ailleurs ce que font les États-Unis. Voilà. Alors très bien. Donc pour vite vous répondre, le RSA, donc c'est entre 300 et 400 euros, si je ne m'abuse. Alors, non, c'est au moins 560, le RSA, je crois. Bon, très bien. Si ils ont 800 euros, vous conviendrez avec moi qu'il se fera toujours mieux que 800 euros. Et 800 euros, ça reste sous le seuil de pauvreté. Hein. Ça reste très largement sous le seuil de pauvreté. Je vais vous dire. Il y a une vraie différence. Pas avec 800 euros. Attendez. Il y a une vraie différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et je pense que justement, c'est la politique vous voulez moins de pauvres, Marie. Depuis 40 ans, qui a été menée par les socialistes, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus les réformes. Et ne vous inquiétez pas, mon programme, ce n'est pas le programme qui a été appliqué en France pendant 40 ans. En tout cas, du néolibéralisme. François Mitterrand, parce que ce néolibéralisme que vous condamnez, c'est exactement la politique économique qui a permis à tout le monde de s'enrichir. Si vous croyez que les pays en phase de développement, si vous croyez que l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, ils ont eu des politiques communistes
pour s'enrichir, il y a un petit problème. Vous conviendrez avec moi que c'est justement ce néolibéralisme que vous condamnez, qui n'est pas parfait, je ne dis pas le contraire, mais qui est le seul système qui fonctionne et le seul système que l'on peut appliquer, que les pays en voie de développement ont appliqué pour justement améliorer la condition de vie de leurs concitoyens. Non mais attendez. Vous dites que je veux plus de pauvres? Bien sûr que non. Hein. Je propose de créer une allocation d'autonomie de 1063 € pour tout le monde, toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc on n'aura plus de personnes sous le seuil de pauvreté en France si je suis élu. Et vous, au contraire, vous allez augmenter le taux de pauvreté avec 2 millions de personnes supplémentaires parce que ce seront les gens au RSA, que vous allez supprimer leur allocation. Oui, 800 € c'est bien. Non, 800 €, on ne vit pas, on survit. Donc non, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, il n'y aura plus de pauvres en France, la pauvreté sera éradiquée avec mon programme. Et ensuite, vous parlez du néolibéralisme, mais dites-vous que même la Commission européenne, qui est la quintessence même du néolibéralisme, commence à se rendre compte que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne plus. Même la Commission européenne commence à se dire qu'il faut supprimer les critères de Maastricht. Si même l'organe le plus représentatif du néolibéralisme commence à comprendre que ça ne fonctionne plus, c'est que le néolibéralisme ne fonctionne plus. Moi, je propose juste un système plus juste, une économie plus keynésienne, avec une relance keynésienne. Ça n'a rien à voir avec le communisme comme vous nous le crachez dès que vous le pouvez. Donc, c'est juste un changement de modèle économique plus juste qui permet à tout le monde de vivre dignement. C'est tout simple. Et je vous l'ai dit, les riches ne partiront pas, parce qu'on a bien vu que même avec l'ISF, le nombre de riches a augmenté, et si jamais ils partent, on pourra toujours les taxer. Sauf que, justement, vous voulez donc un impôt qui les suivrait, si j'ai bien compris, un peu partout. Oui, c'est ce que font les États-Unis, oui. Monsieur Comte, ils vont se déchoir de leur nationalité, et ce ne sera que par terre remise. Ensuite, vous nous proposez donc toujours plus d'argent dépensé. Vous avez bien vu qu'on a une dette colossale. On ne peut pas dépenser plus. Ensuite, vous me dites avec 800 € en survie. Peut-être. Qui suis-je pour juger les personnes qui touchent 800 €? Sauf qu'avec l'augmentation, la baisse de la CSG, ce sera une augmentation du salaire net. Comme je vous ai dit, ce ne sera plus 800 €, ce sera 1100 €. Ensuite, vous me parlez du traité de Maastricht. Mais le traité de Maastricht, ça n'a rien à voir. Le néolibéralisme n'est pas né au moment du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, il a structuré l'Union européenne autour de trois piliers: les communautés européennes, la politique étrangère et la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La monnaie commune, et les critères du déficit. Et le critère du déficit. Écoutez, monsieur Ocomte, le traité de Maastricht, ça a été peut-être quelque chose de raté. Qui suis-je pour le juger? Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les pays en voie de développement n'ont pas été spécialistes, puisque vous semblez avoir un problème avec le mot communiste, n'ont pas été spécialistes, mais ont été capitalistes et néolibéraux. Donc vous comprenez que c'est justement cette voie que la France doit adopter pour justement se développer économiquement. Non mais juste, vous croyez que du jour au lendemain, les 2 millions de personnes qui sont en RSA, on va claquer des doigts, elles vont être embauchées, elles vont être payées 1100 €. Waouh, incroyable, 1100 € c'est en dessous du SMIC, donc en plus les personnes seront payées en dessous du SMIC. Non, ça ne fonctionne pas, il ne va pas y avoir 2 millions d'embauches comme ça d'un jour au lendemain, hein. Il y aura toujours 10 millions de pauvres, que ça vous refusez, vous les voyez pas. Vous ne proposez rien pour réduire la pauvreté. Les pauvres, j'ai l'impression que bon, vous n'en avez un peu rien à faire, bon, après c'est votre problème. Et après, vous parlez du fait que je veux plus de dépenses. Oui, je veux plus de dépenses, mais il y aura aussi plus de recettes. J'ai posté sur mon compte, je vous l'ai dit, mon chiffrage complet. Et je vous l'ai dit que mon budget sera excédentaire de 17 milliards d'euros supplémentaires. Donc, qu'on va réduire le déficit. Donc ne vous inquiétez pas, même si je dépense plus, je récupérerai également plus en augmentant les impôts sur les plus riches. Avec mon projet, 75% de la population française va voir son niveau de vie augmenter. Il n'y a que les 25% les plus riches qui vont voir leur niveau de vie baisser de 1%. Ça va, ils vont survivre, ils vont pas en mourir. Mais le mec qui vit dans la rue, qui ne touche rien, il va voir son niveau de vie augmenter de 14%. Et ben lui, ça va beaucoup changer sa vie, vous voyez. Donc,
le néolibéralisme, c'est très bien, on a cru que ce serait le modèle parfait, mais on voit bien que ça ne fonctionne plus, ça détruit l'environnement, ça détruit nos modèles sociaux, ça ne fonctionne plus, je suis désolé, même la Commission européenne le dit, même la Commission européenne dit qu'il faut revenir sur les critères de Maastricht, du déficit et de la dette, donc on voit bien que même l'Union européenne commence à comprendre qu'il faut une relance économique et non pas une austérité permanente comme vous nous le proposez. Parce que avec l'augmentation du niveau de vie de 14% des plus précaires, c'est la demande qui va être boostée. L'argent que je prends à tous ces spéculateurs, à tous ces financiers, va être réinjecté dans l'économie réelle. Ça fera de la demande, de la consommation, ça remplira le carnet de commandes des entreprises, ça va relancer l'économie, et ça permettra à l'État d'avoir plus de recettes. Et si vous me répondez, ça va augmenter les prix, ne vous inquiétez pas, je prévois de bloquer les prix sur certains produits de première nécessité, comme même bloquer le prix sur l'essence également notamment, parce que certains prix ont explosé, donc ne vous inquiétez pas, même si j'augmente la demande et la consommation, certains prix seront bloqués, donc l'augmentation du pouvoir d'achat sera efficace, elle sera bien là. Juste, monsieur Ocomte, il y a 900 000 emplois actuellement. Ne vous inquiétez pas qu'ils trouveront des emplois, ces personnes qui sont au RSA. Il y a 10 millions de pauvres. Attendez. 10 millions de pauvres. Attendez. On assurera d'abord qu'ils aient un emploi. Effectivement, je ne vais pas jeter des gens dans la gueule du grand patronat, comme vous pourriez le dire. Non, on va d'abord attendre. On va d'abord s'assurer que les personnes soient en capacité d'avoir un emploi, que les emplois soient réellement là. Et comme je propose de supprimer le RSA, mais comme j'ai pu le dire, je propose également que l'on adapte en fonction de la localisation, en fonction de la pénurie d'emploi, s'il y a des emplois ou pas. Vous comprenez, c'est forcément une question d'adaptation. Mais bon, le RSA, c'est tellement coûteux qu'il va y avoir un problème. Ensuite, vous me reprochez de ne pas être le candidat, d'être le candidat des riches, de ne pas être le candidat des pauvres. Eh bien, écoutez, moi, je suis le candidat du pouvoir d'achat. Je suis le candidat de la baisse de la CSG et non pas de l'endettement en augmentant directement le salaire, le SMIC. Mais moi, je suis le candidat du pouvoir d'achat. Ensuite, vous me dites, ah oui, mais les riches, ils ne sont pas partis durant une période courte. Bah oui, mais vous regardez une période, vous ne regardez pas la totalité. Si vous regardez depuis 1995, le nombre de riches qui sont partis à cause de l'ISF et des impôts, c'est énorme. Donc, je pense qu'on a un sérieux problème. Ensuite, vous nous parlez du blocage des prix. Un mot sur l'essence, le blocage des prix. Alors là, on est vraiment stupéfié. Mais vous allez bloquer quoi comme prix? Vous n'allez pas bloquer le prix du baril de Brent que vous allez acheter. Donc vous êtes bien d'accord que les entreprises vont continuer à acheter du baril de Brent à un prix sans cesse plus élevé. Bon, qui va payer? Ben, c'est le contribuable. Ah non, non, monsieur le comte, il n'y en a pas trois. Ah mais je vais vous répondre, c'est Total qui a fait 14 milliards de dividendes qui va payer le blocage des prix. C'est Total qui va payer. Vraiment le blocage des prix. De payer le blocage des prix. Ah mais ils n'auront pas le choix parce que l'Europe c'est 450 millions de consommateurs, donc Total ne voudra pas perdre le marché européen, donc ne vous inquiétez pas, ils accepteront le blocage des prix, il n'y a pas de problème. Ils ne perdront pas le risque de perdre un marché de 450 millions de consommateurs. Et vous dites que vous êtes vous dites que vous êtes le candidat du pouvoir d'achat, etc. Non, vous êtes le candidat de la pauvreté, vous êtes le candidat de la destruction du modèle social de la France. Je vais revenir sur le RSA, mais le RSA, ça coûte 15 milliards par an. Ok, ça peut vous paraître cher, etc. Mais il y a quelque chose que vous ne mentionnez pas, et où on pourrait faire énormément d'économies et augmenter les recettes, c'est lutter contre que les riches vont planquer. Ça ne pose pas de problème. Et donc moi je propose, pour récupérer cet argent qui est planqué dans les paradis fiscaux, notamment de taxer les bénéfices à la source des entreprises qui sont situées à l'étranger, pour s'assurer qu'elles ne puissent pas défiscaliser. Ensuite, je propose de supprimer les nombreuses niches fiscales qui existent pour les plus riches ou pour les entreprises, qui nous coûtent environ 20 milliards d'euros. C'était le CICE qui a été transformé en baisse de taxes,
Et avec ces 20 milliards qu'ont eu les entreprises, elles ont juste augmenté les dividendes. Elles n'ont pas investi, elles n'ont pas embauché, elles n'ont pas augmenté les salaires, elles ont juste augmenté les dividendes. Donc toutes ces niches fiscales, tout ça, ce sera supprimé pour récupérer jusqu'à, c'est chiffré la première année, au moins 25 milliards, avec objectif de récupérer au moins 50 milliards qui est perdu à cause de la fraude fiscale d'ici la fin du quinquennat. Parce que c'est facile de taper sur les pauvres, mais par contre, aller chercher l'argent que les riches planquent, ça vous en parlez pas. Non, mais c'est bon, mais ce sont des belles paroles pour une personne qui promeut l'assistanat. Vous comprenez, vous me dites, on va faire des économies entre 25 et 50 milliards. Magnifique, moi je propose de faire des économies d'au moins 150 milliards, et encore, par année, on économiserait plusieurs centaines autres milliards d'euros. Bon. Ensuite, je vais vous dire, si l'environnement fiscal est bon, les entreprises, elles vont rester. Mais si on subventionne, et si on relocalise les entreprises, vont en profiter, puis repartir, tout simplement. Donc je pense que vraiment, l'assistanat, ce n'est pas la bonne méthode. Je pense justement qu'une trop grosse imposition sur les entreprises va poser un énorme problème. Elles vont partir, comme je l'ai prouvé depuis 1996, on a eu beaucoup d'entreprises qui sont parties. Donc voilà, après, je pense que on va pas forcément faire tout le débat là-dessus, mais voilà, je pense que nos différences sont claires sur ce sujet. Non, mais l'argument de non, mais juste, je termine juste là. Oui, mais en fait, on est déjà plus d'une demi-heure de débat, oui, mais et on a abordé uniquement le sujet économique, donc je vais vous laisser une minute maximum pour conclure. Répondre vite fait sur l'assistanat. Vous nous parlez de l'assistanat, oh oui, on en entend souvent parler, sauf que juste permettre à tout le monde de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, c'est pas de l'assistanat, c'est une question de dignité. Ces personnes ont droit à la vie, ont droit de vivre correctement, d'accord? Et donc c'est pas en baissant vos cotisations sociales sur les salaires les moins élevés pour que ces personnes soient payées 1000 euros au lieu d'être payées 800 que ça va régler le problème de la pauvreté. Non, il faut arrêter, ça ne fonctionne pas. On a 10 millions de pauvres, il faut agir fermement avec une mesure efficace, comme je le propose avec l'allocation d'autonomie. Et sur les recettes, je termine, vous me laissez terminer, merci. Sur les recettes, je fais 321 milliards de recettes supplémentaires par an, avec une imposition plus juste, 67 milliards. La fiscalité écologique, 6,8 milliards. Sur les entreprises, 159 milliards d'économies en supprimant toutes ces niches fiscales et en augmentant les impôts sur les plus grandes entreprises. Les PME et les TPE-PME, elles payeront moins cher parce que j'instaure un impôt sur les sociétés progressif pour faire payer plus cher les grandes entreprises. Ne vous inquiétez pas, je rapporte. Je prends beaucoup plus d'argent que vous, sauf que vous le faites sur le dos des pauvres, et moi je le récupère aux plus riches, qui ont doublé leur richesse pendant 5 ans. Il faut apprendre à partager un petit peu pour que tout le monde puisse vivre correctement. Très bien, donc on va passer sans transition à la seconde partie, enfin, si j'ose dire, de ce débat. C'est Amélie qui va vous la présenter, et c'est une partie qu'on n'a pas abordée au premier débat, mais c'est la politique et les institutions en elles-mêmes, comment vous comptez les réformer ou comment vous abordez ces sujets-là. Amélie, c'était censé être à toi là du coup. J'avais oublié mon micro. Donc oui, première petite question, les représentants élus doivent-ils être payés au SMIC? Donc Gisette, si vous voulez commencer. Bah écoutez, non, je ne pense pas. Parce que quand même, être élu, bon, c'est un travail comme un autre, vous me direz, mais bon, d'un autre côté, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps passé sans voir sa famille, donc je pense que non, quand même pas. Le SMIC semblerait un petit peu extrême. Non, je ne pense pas. Non, moi je ne pense pas non plus, parce que on voit bien que quand on est élu, on a énormément de frais de transport, énormément de frais de locaux. Être rémunéré uniquement au SMIC rendrait impossible les déplacements. Et surtout, ça ferait en sorte que c'est uniquement les plus riches qui pourraient à nouveau être élus, parce qu'il n'y aurait que les plus riches qui pourraient se permettre de payer les transports, les déplacements, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas baisser les salaires des élus, parce que ça permet à tout le monde d'être élu et de subvenir aux dépenses de transport, de locaux, de collaborateurs, etc.
Mais il faut un meilleur contrôle, en revanche sur l'utilisation de cet argent, c'est-à-dire il ne faut pas que vous embauchiez un collaborateur qui ne travaille pas. Voilà, il faut s'assurer que l'argent soit utilisé correctement à des fins professionnelles, mais pas baisser l'indemnité des élus. D'accord, donc on va passer à une autre question. Donc pour vous, la proportionnelle est-elle une bonne idée? Si vous voulez, j'essaie de commencer. Bah écoutez, la proportionnelle, non, je suis pas spécialement, vous savez, je suis pas spécialement expert dans tous les domaines. Mais la proportionnelle, bon écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais d'un autre côté, est-ce que ça poserait pas d'autres problèmes? Parce que la proportionnelle, ça voudrait dire qu'on ait quand même un système électoral où le nombre de sièges à pouvoir est partagé entre les fonctions en fonction du nombre de voix recueillies. Mais est-ce que du coup, ça poserait pas un problème d'équité? Voilà, je me pose juste la question, mais je vous avoue que j'ai pas spécialement étudié le sujet. Alors personnellement, moi je suis pour l'instauration de la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui on a certains partis comme le Rassemblement national ou la France insoumise qui représentent dans les sondages 20% et 15% des intentions de vote, mais qui ont une dizaine de députés à l'Assemblée. Moi je veux la proportionnelle pour que l'Assemblée nationale soit totalement représentative du positionnement politique actuel des Français pour que chaque mouvance puisse être représentée. Mais pour éviter qu'on ait une instabilité gouvernementale due au fait qu'on n'ait pas de majorité, je propose d'avoir une proportionnelle certes, mais avec une prime au vainqueur de 15% des sièges pour s'assurer qu'on ait un parti qui arrive en tête, qui dégage une certaine majorité. Mais ça permet à la fois d'avoir une majorité stable, mais à la fois d'avoir la représentation complète de tous les courants politiques actuels du pays. D'accord, donc si personne ne répondit dessus ça, on va passer à la dernière question. Donc faut-il décentraliser le pouvoir? Voilà, si vous voulez commencer, Tom. Alors personnellement, je trouve qu'on a déjà assez d'échelons comme ça. On a les régions, on a les départements, on a les communes. Chaque échelon a déjà ses compétences propres. Et je considère personnellement qu'il n'y a pas besoin de décentraliser plus. Moi, je considère que l'État doit rester l'administration la plus élevée, la plus puissante en termes de compétences. Parce qu'en France, on n'est pas dans un État fédéraliste, on n'est pas dans un État totalement décentralisateur. On reste sur un État assez centralisé, et je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'il est normal que l'État puisse légiférer, agir complètement sur tout le territoire. Évidemment, chaque région doit avoir ses propres compétences, mais sans non plus trop remettre en cause le positionnement de l'État. Voilà. Alors, moi, j'ai eu un petit bug de connexion, donc j'ai pas bien entendu la question. Si juste je pouvais vous pouvez juste me la répéter. Oui, donc faut-il décentraliser le pouvoir? Bah écoutez, je pense que décentraliser, non. Après, donner plus de pouvoir aux maires ou à certains élus, oui, je pense que c'est une bonne idée parce que on a bien vu quand même qu'un État-providence, en général, ça marche très peu. Bon, voilà, ça pose quelques problèmes. Non, je pense en effet qu'il faut quand même donner plus de pouvoir aux élus, avec une certaine pas non plus à ce que les élus aient tout le pouvoir. Mais oui, je pense très clairement qu'il faut que les élus aient quand même un peu plus de pouvoir, rien que pour la sécurité, par exemple les maires, pour la sécurité de leur ville. Voilà, je pense qu'en effet, si l'État se préoccupe moins des petits problèmes, il pourra se préoccuper plus des gros problèmes. Je vais juste répondre vite fait sur l'État-providence, mais l'État-providence, c'est ce qui a permis la création de la sécurité sociale, des allocations chômage, tout ça, etc. Donc sans l'État-providence, on n'aurait pas eu énormément de progrès sociaux qu'on a eu en France. Donc sur l'État-providence, je suis assez en désaccord. Après, sur le fait que les maires puissent agir plus efficacement à leur échelle, je pense que si
il y a un échelon, un seul, où on peut légèrement augmenter les compétences, ce sont les maires, parce que je pense que ce sont les plus à même de comprendre les logiques locales. Voilà, c'est tout. Très Alors, bien, donc juste, euh, vous avez quelque chose oui, à ajouter, donc, Lucette? oui, voilà. Donc, alors, l'État-providence, que ce soit, c'est une bonne chose, bah, moi, je pense pas. Parce que, après, pour pas revenir sur des débats économiques, on a bien vu quand même que dans pas mal de régimes, l'interventionnisme, ça ne marche pas trop. Je peux citer la politique d'Adolf Hitler entre 1936 et 1939, par exemple, qui a mené à la faillite. Voilà, donc au Japon également, avec une stagnation économique sans équivoque au début des années 2000. Donc je pense quand même que l'interventionnisme, c'est pas la solution. Voilà, que ce soit sur le plan économique comme sur le plan des élus et des élus locaux. Très bien, nous allons donc, après avoir rapidement abordé ces institutions, parler, on en a déjà parlé au débat du premier tour, c'est pourquoi il y aura une seule question sur le sujet des relations internationales, parce qu'on s'est assez étendu là-dessus avec notamment la crise ukrainienne, mais cette fois ça va être une question de politique étrangère plus générale liée à la France. Est-ce que, selon vous, J7, il faut stopper les interventions militaires françaises à l'étranger et stopper les exportations d'armements à l'étranger? Mais écoutez, pour ce qui est des armements, tout dépend. En fait, tout dépend de la situation. Si on a un, un des deux côtés du conflit qui ne correspond pas trop à nos valeurs, on va dire, ben non, faut arrêter de leur livrer des armes. Après, je pense que pour les interventions extérieures, il faut être prudent, faut jauger en fonction de la guerre. On a vu que ça n'a pas forcément abouti à de bonnes choses quand on est intervenu, mais est-ce que ça aurait été pire si on n'avait pas, si on n'était pas intervenu? Je ne sais pas. Donc en soi, je pense qu'on peut pas réécrire l'histoire. Donc faut jauger, il faut faire attention, faut pas aller n'importe où pour faire n'importe quelle guerre. Mais je pense également qu'il faut quand même, s'il y a une trop grosse menace, intervenir. Alors personnellement, sur les interventions, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être très prudent. On a bien vu que l'intervention française en Libye a quand même mis le pays dans un état catastrophique. C'est un exemple. Donc c'est assez complexe, je pense qu'il faut juger au cas par cas. Si on prend l'exemple du Mali, on y est allé pour lutter contre le terrorisme islamiste. L'intervention malienne, personnellement, j'y suis assez favorable, l'intervention au Mali, mais le problème c'est qu'on s'y a tardé trop longtemps. On aurait dû euh, permettre à l'armée malienne de se défendre seule, on aurait dû faire ce travail d'accompagnement de l'armée malienne pour pouvoir se retirer plus tôt. Mais je pense que sur les interventions extérieures, il faut être très prudent. On a bien vu effectivement que ça pouvait être très dangereux et avoir plus d'externalités négatives qu'autre chose. Et sur les ventes d'armes, je pense que oui, il faut vraiment regarder en fonction des régimes, etc. Je prends l'exemple, jusqu'en 2014, la France vendait des armes à la Russie, armes françaises qui sont aujourd'hui utilisées par les Russes. Ou même par exemple, on a vendu des Rafales à l'Arabie Saoudite qui les a utilisées sur le Yémen. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur les ventes d'armes également et éviter de vendre des armes à des régimes qui, qui vont entraîner des morts et des centaines, voire des milliers de morts civiles. Il faut que la France respecte un minimum ses valeurs via la non-vente d'armes à certains régimes. D'accord, donc ce petit point géopolitique et relations internationales étant passé, on va pouvoir aborder des sujets de société. Donc on en a déjà abordé au premier tour, comme notamment l'euthanasie ou l'écriture inclusive par exemple. Mais maintenant Amélie va vous poser d'autres questions par rapport à des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder précédemment. Donc, en guise de première question, faut-il réformer l'éducation nationale pour vous? J7, si vous voulez commencer. Alors,
Réformer l'éducation nationale. Bah oui, je pense que faut réformer l'éducation nationale, faut changer les choses en matière d'éducation. Moi, je propose de créer une filière professionnelle dès la classe de quatrième. Que voilà, on voit trop de jeunes qui se retrouvent au collège à ne pas savoir quoi faire, à ne plus aller en cours. Enfin voilà, je pense que on l'a tous expérimenté dans notre jeunesse, c'est un petit peu problématique. Donc, mais je veux également que ce soit plus simple si jamais un élève se rend compte qu'en fait le général, bah, c'était ce qu'il lui fallait, il lui manquait de la maturité. Bon, moi je veux qu'il puisse y retourner. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi qu'il y ait une stricte neutralité pour ce qui est des enseignants qui devraient présenter plusieurs points de vue sur les sujets et il faudra justement entraîner les écarts parce qu'on voit trop de professeurs qui prennent des libertés, qui sont pas neutres dans leurs cours et qui font littéralement de la propagande aux enfants. Donc je pense qu'il y a un réel souci là-dessus. Et pour ce qui est du système éducatif, je pense qu'il faudrait instituer le port de l'uniforme euh, en primaire et au collège. Parce que bon, à partir du lycée, je pense que ça sert plus à rien d'obliger les enfants, mais je pense que ça instituerait une sorte de rigueur, c'est-à-dire on vient à l'école et on est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Donc ensuite, je veux qu'on préfère un apprentissage ludique et la répétition des fondamentaux, parce que bah, le système actuel, on voit bien nos failles, quoi, ça marche pas. Les enfants, ils n'aiment pas l'école, donc je pense qu'il faut faire des choses qui les intéressent, mais tout en faisant en sorte qu'ils respectent le maître et ils respectent les enseignants. Et ça, c'est très important. Et pour finir, je veux que l'on fasse travailler les enfants le mercredi toute la journée et le samedi matin, mais en revanche, je veux que l'on réduise les horaires. Parce que quand on voit dans les autres pays, en général, comme au Royaume-Uni par exemple, on voit ils finissent vers 14-15 heures la plupart du temps. Je pense que c'est une bonne idée parce que une journée trop longue fait des enfants trop fatigués, qui sont pas concentrés, donc je pense que c'est contre-productif. Donc travailler plus, mais moins longtemps la journée. Alors moi sur l'éducation, d'abord je propose d'embaucher 160 000 enseignants parce qu'on en a besoin, on a des classes qui sont bondées de 35 à 40 élèves, c'est impossible pour un professeur de faire cours dans de bonnes conditions, c'est impossible pour les élèves d'avoir un suivi personnalisé, donc je propose d'embaucher massivement des professeurs et des enseignants parce qu'on en a besoin. Ensuite, je propose d'instaurer la gratuité à la cantine, notamment parce qu'on a énormément d'élèves précaires qui n'ont pas la possibilité de se payer la cantine ou de se payer un repas tous les midis, et on ne peut pas apprendre dans de bonnes conditions si on a faim, si on est affamé toute la journée. Ensuite, je propose également de revaloriser les filières professionnelles, notamment en construisant 300 lycées professionnels agricoles et maritimes, et en rendant la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, en permettant aux élèves décrocheurs, aux élèves qui sont le plus en difficulté, d'avoir des formations professionnelles dans des lycées professionnels, parce qu'on aura besoin de bacheliers professionnels pour mener la réindustrialisation, pour mener la transition écologique. Ensuite, je propose également d'instaurer 2 heures obligatoires d'éducation citoyenne par semaine à partir de la 4e jusqu'à la terminale. C'est pour permettre à chaque élève d'être renseigné sur l'actualité politique, sur comment fonctionne notre pays, pour politiser un peu plus les élèves, parce qu'on voit aujourd'hui que l'abstention chez les jeunes est massive. Donc je pense que cette éducation citoyenne leur permettra d'apprendre le fonctionnement de notre modèle politique, etc. Et je propose également d'augmenter légèrement le temps de travail à l'école dans l'objectif de supprimer les devoirs parce qu'on voit qu'il y a énormément d'élèves qui n'ont pas la possibilité d'être aidés par leurs parents parce que les parents travaillent tard, les parents ne sont pas forcément là. Et donc je pense qu'il vaut mieux favoriser les devoirs à l'école, donc augmenter légèrement le temps de travail et supprimer les devoirs à la maison. Et enfin, je propose de placer toutes les écoles privées sous le giron de l'État parce qu'on voit bien que les écoles privées créent énormément d'inégalités. Et je pense que la seule éducation possible, c'est l'éducation républicaine. Tout le monde doit avoir la même éducation dans les mêmes écoles. On ne doit pas avoir certaines personnes, certaines minorités des plus aisées, qui ont droit à une éducation supérieure uniquement au nom de conditions de ressources. Donc je pense qu'il faut mettre un terme à ces inégalités d'apprentissage.
Très bien. On va passer alors à une autre question. Donc, pour vous, Gisette, la peine de mort doit-elle être rétablie? Bah écoutez, je vais vous répondre simplement. Je ferai un référendum dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que je pense que la question est trop importante pour que ce soit seulement le chef d'État qui choisisse. Bon, la peine de mort, sur le plan éthique, je ne suis pas forcément pour, parce que tuer la personne qui tue, je trouve ça très simpliste et un peu moyenâgeux. Bon, après, il y a certains crimes, en effet, qui méritent quand même une peine exemplaire. Après, je pense que déjà, si on avait si les peines elles étaient appliquées dans le pays et que les gens allaient vraiment en prison à perpétuité, je pense qu'on se poserait même pas la question. Donc voilà, je pense que c'est réellement une question qui se posera aux Français, ce sera à eux de décider. Alors personnellement, je suis pas pour la peine de mort dans la mesure où bon déjà c'est une question philosophique, morale. Notre société s'est civilisée durant toutes ces années. Rétablir la peine de mort, ce serait un retour en arrière considérable sur le plan civilisationnel et sur le plan moral. Ensuite, on a bien vu que la peine de mort n'était pas dissuasive, elle ne dissuade pas le passage à l'acte. Et je pense que on devrait plutôt avoir une véritable peine de perpétuité, c'est-à-dire une peine de prison à vie pour les personnes les plus dangereuses. Je vous prends l'exemple de Norman Lelandais qui était condamné à 25 ans de prison. Au bout de 25 ans, il pourra faire une demande de libération conditionnelle. Je pense que ces personnes-là qui ont commis des crimes odieux, des crimes beaucoup trop graves, ne pourront pas se réinsérer dans la société parce qu'elles font courir un risque à énormément de gens. Donc je suis plus pour une perpétuité réelle pour les crimes les plus graves, pour les personnes les plus dangereuses. Ça toucherait évidemment qu'une forte minorité de personnes. Mais la peine de mort, non, parce que c'est un peu, regarde, t'as tué quelqu'un, je te tue en retour. C'est quand même assez barbare quand on y pense comme façon de voir la justice. D'accord. Eh bien, on va passer à la dernière question de cette partie. Donc, dans vos gouvernements, y aura-t-il une égalité parfaite entre les hommes et les femmes dans les ministères? On peut commencer par vous si vous voulez, Tom. Alors personnellement, oui, parce que le problème c'est qu'on a essayé, on a eu énormément de lois qui sont passées sur l'égalité homme-femme, tout ça, etc. Mais on voit que malgré ça, malgré toutes ces lois, eh bien ça ne change pas vraiment, ça ne change pas beaucoup. On a toujours très peu de femmes qui sont représentées dans les instances dirigeantes. Et donc je pense qu'il est important pour un gouvernement de donner l'exemple en termes de parité. Donc oui, il y aura une parité homme-femme dans mon gouvernement. Alors, personnellement, non. En tout cas, il n'y aura pas de parité homme-femme établie. C'est-à-dire que moi, je veux qu'on recrute les gens pour leurs compétences et non pour leur par connivence. Voilà. Je pense que s'il y a des femmes qui méritent d'être au gouvernement, ben, elles y seront. Si c'est un homme qui est plus compétent, ce sera un homme, et si c'est une femme, ce sera une femme. Voilà, je pense que c'est plus logique. Je vois pas pourquoi on irait imposer justement une égalité. Enfin, c'est même dégradant, je trouve, pour la femme, parce que comme si c'était la femme était une sorte de personne handicapée qu'il faudrait à tout prix inclure. On n'a pas besoin de l'inclure. Voilà, la femme, elle est libre, elle est compétente, et si il y a des femmes plus compétentes que des hommes, elles seront au gouvernement, simplement. C'est pas parce que vous faites une parité et que vous faites une parité homme-femme que les femmes que vous embauchez ne sont pas compétentes. Cet argument ne fonctionne pas. Et en plus, on voit aujourd'hui qu'il y a encore énormément de problèmes concernant l'égalité homme-femme. Il y a très peu de femmes qui sont représentées dans les grandes entreprises, très peu de femmes qui sont représentées dans les instances dirigeantes. On voit bien qu'on a du mal à faire changer les mentalités sur l'égalité homme-femme. Je pense que donner l'exemple à travers le gouvernement peut être un des meilleurs moyens pour montrer que l'homme et la femme sont à égalité, sont sur le même pied d'égalité concernant les compétences, etc. Et donc, c'est pas parce qu'on prend une femme dans le gouvernement pour respecter l'égalité homme-femme que cette femme n'est pas compétente. Des femmes compétentes, il y en a plein. Il y en a autant que il y en a autant que des hommes compétents, voire même plus dans certains secteurs. Donc,
Bah écoutez, juste pour vous répondre rapidement, il y a peut-être moins de femmes dans certains domaines, mais il y a plus de femmes que d'hommes que dans certains domaines. Quand on voit par exemple qu'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Donc moi je pense pas que ce soit par un choix. Enfin, si justement, je pense que c'est un choix qu'elles font, mais c'est pas un choix des employeurs, ou en tout cas, il n'y a pas de choix fait entre une femme et un homme. Dans le sens où il y a une égalité salariale qui est totale aujourd'hui entre l'homme et la femme. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Donc voilà, pour moi, c'est simplement dégradant et pas logique en fait de faire une parité homme-femme, dans le sens où on est tous des humains, on n'a pas à se différencier, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on est plus compétent ou non. Non, mais quand je parle dans les instances dirigeantes, tout ça, etc., c'est les dirigeants de grandes entreprises ou des grandes administrations, dans la grande fonction publique, on a très très peu de femmes, parce que notamment dans les grandes entreprises, on voit bien que certains ont plus de mal à nommer des femmes parce qu'ils considèrent peut-être qu'elles seraient moins compétentes ou moins efficaces. Et vous parlez d'égalité salariale, mais elle n'est pas totale. À travail égal et à emploi égal, donc à conditions totalement égales de travail, on a toujours 5,4% d'écart de salaire. Et donc je pense qu'il faut légiférer pour mettre un terme à cette inégalité salariale qui persiste aujourd'hui. Alors, juste rapidement pour vous répondre. Déjà, monsieur le comte, n'ayez pas de préjugés. N'ayez pas de préjugés. Les gens ne sont pas sexistes par nature. Ils ne sont pas sexistes. En tout cas, moi, je ne le pense pas, vous voyez. Ensuite, laissez les femmes choisir. Laissez les femmes choisir. Elles font ce qu'elles veulent. Si les femmes ne sont pas dans certaines instances gouvernementales, c'est parce qu'elles le choisissent. Et ensuite, vous nous parlez d'une certaine inégalité salariale entre l'homme et la femme. Mais alors, si une femme, elle gagne plus que l'homme, mais pourquoi les entreprises n'embauchent-elles pas que des femmes, puisqu'elles sont plus rentables? Les entreprises n'ont-elles pas envie d'être rentables? Non, en réalité, cette statistique, elle se trouve en divisant le gain médian des femmes par celui des hommes. Or, les femmes, elles travaillent en moyenne dans les métiers les moins rémunérés et les hommes dans les plus. Donc, il est normal que l'on trouve une inégalité salariale. Mais ce n'est absolument pas une inégalité, c'est simplement des faits mathématiques logiques en fonction du travail de la personne. Non mais moi je vous parlais à travail égal et à temps de travail égal, sur les mêmes postes, à compétences égales, à temps de travail égal, pas emploi différent. Je vous parle sur le même travail, aux mêmes compétences, le même temps de travail. Il y a encore 5,4% d'inégalité, de différence entre les salaires des hommes et des femmes. C'est le chiffre de l'INSEE. Donc là-dessus. Les femmes accouchent, monsieur le comte. Et alors? Elles accouchent, donc il y a peut-être un moment où elles arrêtent de travailler. Mais non, mais je vous parle à salaire par mois. Le salaire par mois. Et donc non. Par contre, vos chiffres sont faux dans ce cas-là. Il y a peut-être une petite, mais c'est une marge d'erreur. Il n'y a pas d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes à travail égal. Là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah bah si, c'est l'INSEE. 5,4%, c'est l'INSEE. Si, c'est l'INSEE. Vous pouvez aller vérifier, c'est l'INSEE. Vous pourrez vérifier, mais il n'y a pas d'inégalité. Mais c'est l'INSEE qui le dit, ils sont plus compétents que vous pour le dire quand même. C'est une marge d'erreur, c'est pas l'INSEE qui dit ça. C'est une marge d'erreur. Et les femmes et les hommes sont payés à travail égal différemment, c'est complètement faux. Si, 5,4%. Bon. Ils sont plus compétents de vous quand même pour le voir, hein, je pense. Hein. Bon, très bien. Non, je pense on a vu que vous étiez opposé là-dessus sur même des chiffres fournis par des instituts statistiques, donc je pense que continuer sur ce sujet-là serait assez stérile, donc on va passer à la suite et à l'écologie qui a été aussi largement abordée au premier débat, donc il va y avoir juste une question très large sur ce sujet que je vais vous poser maintenant, et je la pose à J7 qui a 3 minutes de temps de parole de moins que Monsieur Tom Auconte. Donc, selon vous, J7, comment financer la transition écologique et concrètement, que faire, qu'est-ce que l'État doit faire pour aborder cette transition de manière sereine? Alors écoutez, je ne sais pas de quelle transition écologique vous parlez. Moi, je pense qu'il n'y a pas de transition à faire, si ce n'est que la transition, c'est moins polluer, c'est être plus efficace, et c'est effectivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je propose de développer le nucléaire,
Donc c'est quand même une énergie bien moins polluante que le renouvelable, donc comme la géothermie et le solaire. Donc voilà, je pense qu'il faut moins polluer, il faut faire des machines qui sont plus efficaces, qui polluent moins, mais il ne faut pas non plus s'arrêter de développer nos technologies, il ne faut pas s'arrêter de développer nos industries, il faut continuer à chercher, il faut investir dans la recherche. Et je pense que il n'y a pas de transition écologique dans le sens où la transition écologique se fera logiquement. Enfin, l'homme n'est pas bête, il ne va pas continuer à polluer l'air et à un moment donné, il faudra bien dire stop à la Chine et aux États-Unis. Il faudra bien leur dire stop parce que c'est eux qui polluent le plus. Donc je pense que là-dessus, nous, on n'a rien à faire. On a justement juste à développer les énergies qui sont le moins polluantes, à continuer à arrêter de polluer, à investir pour justement incinérer les déchets qu'on déverse dans les mers. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de propositions concrètes qu'on peut faire. Alors vous avez posé la question de comment on finance la transition écologique. Bon, déjà le GIEC nous a avertis, on pourra bientôt ne plus limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, donc il faut agir vite, il faut agir efficacement, il faut agir tout de suite. La crise climatique, elle est là, et si on ne fait rien, on court à la catastrophe d'ici la fin du siècle. Ce serait entre 4 et 7 degrés supplémentaires par an en moyenne, c'est énorme. Toutes les catastrophes qui en suivront seront absolument désastreuses. Donc pour financer tout ça, je propose de mettre en place une taxe sur le kérosène, également de mettre en place une redevance kilométrique sur le fret routier. L'objectif, c'est de cibler les grands groupes et les moyens de transport qui polluent le plus, donc l'avion, et rediriger tout ça vers du fret ferroviaire, du fret fluvial, des moyens de transport beaucoup plus écologiques, développer les transports en commun dans tous les endroits en France, parce qu'on a énormément d'endroits où il manque de transports en commun. Et sur l'énergie, moi je me base sur le rapport RTE, comme je l'ai dit lors du débat du premier tour. Donc ça a été fait en collaboration avec EDF et Areva, donc, qui gèrent le nucléaire. Donc le rapport RTE, j'ai pris un scénario de mix électrique qui en 2050 permet d'atteindre la neutralité carbone. Donc c'est 37% de nucléaire et 63% de renouvelables. Il faudra pour ça construire 14 EPR d'ici 2050, on ne peut pas faire plus, et investir massivement dans les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, ça permet de produire de l'énergie propre sur notre territoire. Mais pour ne pas dépendre de la Chine, notamment sur les matières premières, il faut développer une filière industrielle française des énergies renouvelables pour permettre de dépendre pleinement de notre production et non pas des productions étrangères. Et pour l'uranium, c'est pareil, on a des gisements en France, on peut les extraire, ça coûte plus cher, certes, mais il faut le faire parce que comme ça, on ne dépendra plus des importations étrangères. Donc c'est ça, la neutralité carbone en 2050, c'est changer nos modes de déplacement, favoriser tout ce qui est le train, les transports en commun et le fluvial pour le transport de marchandises. Et également, avoir des modes de consommation plus sobres. C'est pas arrêter de consommer quoi que ce soit, mais par exemple, manger de la viande, de la meilleure viande produite localement par des agriculteurs qui respectent la biodiversité, qui respectent la terre, et arrêter les élevages intensifs qui polluent énormément et qui consomment énormément d'eau. Alors, et aussi également, et je termine pour permettre d'économiser beaucoup d'énergie, il faut isoler des logements. C'est pour ça que je propose d'isoler 700 000 logements par an, parce que le logement, c'est une des sources principales de pollution et de gaz à effet de serre. Alors, monsieur Ocomte, déjà, premièrement, je veux bien signifier notre différence. Moi, je n'écoute pas le GIEC. Vous voyez, le GIEC, c'est pas un groupe d'experts. Le GIEC, ce n'est sûrement pas des experts du climat, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en anglais, GIEC, c'est pas... alors, attendez, le GIEC, à la base, en anglais, on ne dit pas ça, on ne l'appelle pas GIEC, mais IPCC. Groupe international d'experts pour le climat. Le mot expert a été inventé, il a été rajouté. Déjà, ce ne sont pas des experts du climat. Alors ensuite, moi, je n'écoute pas le GIEC. Pourquoi? Parce qu'on est dans une incertitude totale. Le GIEC nous parlait dans un précédent rapport d'une augmentation d'ici 2500 entre 0,3 et 4,8 degrés. Bon, incertitude totale. Voilà, c'est comme si il y a quelqu'un aux urgences, on vous dit, il est entre 30 et 100 kilos, voilà, soignez-le.
Ah bah c'est quoi? Il est trop maigre ou il est trop gros? Bah on sait pas. Voilà, c'est les rapports du GIEC. Ils répètent tout le temps les mêmes choses. Ensuite ils font de nombreuses erreurs. Et puis le GIEC, voilà, c'est un groupe qui est au service des lobbies, qui est au service des gouvernements, qui est au service voilà, des lobbies qui font pression, qui n'hésitent pas à faire pression, qui n'hésitent pas à manipuler, à corrompre. Donc voilà, je pense que le GIEC, vraiment, il ne faut pas les écouter. Moi, je considère qu'il n'y a pas de crise climatique. Il faut voir, il faut observer le climat. Maintenant, il n'y a rien qui nous prouve qu'on est en danger de mort et qu'on on va mourir. Et c'est sûrement pas ce genre de théorie qui doit nous faire renoncer à notre modèle capitaliste qui fonctionne si bien et qui nous permet la prospérité. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Il faut évidemment polluer le moins possible, évidemment. Mais c'est sûrement pas en mettant des sanctions aux pays pauvres qui polluent, par exemple la Chine qui pollue énormément l'air. Mais bon, que voulez-vous, ils sont plusieurs milliards. Voilà, donc je pense que non, c'est clairement pas le GIEC qu'il faut écouter. Moi, je propose d'écouter plutôt des groupes comme les climato-réalistes, d'autres instituts, l'Institut Heartland, qui sont des instituts qui sont autofinancés. Donc, je pense que vraiment, là-dessus, en tout cas, il doit y avoir un dialogue entre les experts, en tout cas ceux qui se disent experts du GIEC et ceux qui se disent climato-sceptiques. Voilà, je pense qu'il doit y avoir un dialogue et après, en fonction de comment le climat évolue, on verra bien. Eh ben, ça fait mal d'entendre tant de bêtises dans une seule intervention. Le GIEC est composé des 195 États du monde et il regroupe les meilleurs scientifiques de chacun des États. Donc allez dire à ces gens qui ont fait 10 ans d'études sur ces sujets qu'ils sont incompétents, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je pense qu'ils savent mieux que vous de quoi ils parlent, ils savent mieux que vous comment régler le problème de la crise climatique. Parce que la crise climatique, contrairement à ce que vous nous dites, elle existe. Les prévisions, elles sont très claires. Ce n'est pas que le GIEC qui le dit, c'est de nombreux instituts qui le disent. Si on ne fait rien, ce sera entre 4 et 7 degrés supplémentaires en moyenne par an d'ici 2100. Ce serait catastrophique, on aurait des famines, on aurait des pénuries d'eau, et ça entraîne forcément des guerres. Donc la situation, je suis désolé de vous le dire, serait catastrophique. Vous avez beau essayer de le cacher, ça ne fonctionnera pas. Donc honnêtement, la crise climatique, elle est là, il faut agir, il faut atteindre la neutralité carbone en 2050. Il faut avoir des modes de consommation plus respectueux de l'environnement, il faut manger local, il faut arrêter d'importer de l'autre bout du monde parce que ça pollue de manière énorme. C'est pour ça que je propose de réindustrialiser, de produire sur notre territoire pour réduire notre impact carbone et pour arrêter d'importer de produits venant à l'autre bout du monde. Parce qu'en France, on a des matières premières qu'on vend à la Chine, notamment le bois. Ils fabriquent des objets de consommation et ils nous les revendent. Alors je pense qu'on ferait mieux de produire ces objets de consommation, ces biens de consommation sur notre propre territoire au lieu de vendre toutes nos ressources premières à la Chine. Et donc il faut agir là-dessus, parce que la crise climatique, elle est là, et donc il faut agir efficacement, tout de suite. Il faut arrêter de croire que la crise climatique n'existe pas. Le capitalisme a détruit l'environnement, il a détruit la biodiversité dans de nombreux endroits. Vous allez me dire que le Brésil, qui détruit l'Amazonie depuis 20 ans, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ils ont rasé la moitié de l'Amazonie, la biodiversité est ruinée, des espèces disparaissent en masse, mais non, il n'y a pas de problème. Donc si la crise climatique, elle est là, et il faut agir fermement et efficacement. Alors, monsieur Lecomte, je vais vous dire. Vous savez, entendre la vérité, ça fait pas toujours plaisir, mais ça fait toujours du bien. Non, le GIEC ne sait pas mieux que les milliers de scientifiques qui les contestent. Non, ils ne savent pas mieux. Mais pourquoi? Parce que déjà, leurs prévisions, c'est des logiciels qui font des prévisions. Alors, donc, leurs prévisions, c'est entre 1 et 5 degrés. Bon, bah, super, il y a une belle différence. Il y a une belle différence. Je crois même que vous avez cité le chiffre de 7 degrés. Bon, enfin bref. Entre 4 et 7 si on fait rien d'ici la fin du siècle, mais ça n'a pas l'air de vous le déranger. Non, là, vous prenez les estimations hautes. Les estimations basses, c'est à peu près 1,5 à 2. Voilà. Non, ça c'est si on agit, si on fait quelque chose. Si on ne fait rien, ce sera 4 et 7 degrés. Non. Mais vu que vous comptez ne rien faire, ce sera 4 ou 7 degrés. Non, mais je ne peux pas ne rien faire. Attendez, écoutez. Voilà, donc je pense que vraiment le GIEC ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils n'en savent rien et personne ne sait rien sur le climat. Pourquoi? Comment vous pouvez dire, et vous allez me répondre tout à l'heure, comment pouvez-vous dire que l'augmentation
de 1 degré depuis la période industrielle est en train de mener la planète à la catastrophe. Bon, ensuite, vous avez parlé d'Amazonie. Bon, c'est marrant quand même parce que je ne sais pas si vous connaissez Lula, l'ancien président du Brésil. C'est lui qui a détruit la forêt amazonienne. Et depuis que Bolsonaro est au pouvoir, la forêt amazonienne, sa déforestation, elle a cessé. Donc, Pardon? je pense que là-dessus, donc, on a pris. Ah oui, absolument. Pardon? Ben, vous irez faire quelques recherches. La forêt amazonienne, Ah oui, sa déforestation s'est stabilisée largement. Bolsonaro Donc, a y a arrêté la aucun problème. déforestation. Absolument, il a bien moins Wow. déforesté que son prédécesseur qui était pourtant de gauche. Voilà. Donc ensuite, voilà, Wow. donc, ce que je voulais dire, je l'ai dit. Donc voilà, je pense que écoutez le GIEC et donc vous allez me dire comment vous interprétez donc cette crise climatique de 1 degré depuis l'ère industrielle. Voilà, vous allez me dire comment vous l'interprétez. Moi, je pense qu'on ne doit pas écouter le GIEC. Alors, si on veut écouter, on peut également écouter le GIEC. Pas que les experts, parce que je sais que ce sont des scientifiques. Mais écoutez, les scientifiques ont le droit de se tromper déjà, et aucun scientifique n'est au-dessus de l'autre. Et ce n'est pas parce que les gouvernements sont rattachés au GIEC qui ont beaucoup d'argent, hein, parce que bon, c'est vrai que pour un scientifique, c'est sympa d'aller se faire financer au GIEC plutôt que de faire ses propres études. C'est vrai que c'est plus simple d'aller dans le sens de la pensée unique. C'est vrai que c'est plus simple parce que quand on est climato-sceptique et qu'on doit auto-financer ses projets, c'est sûr que c'est plus dur. Donc oui, il y a une véritable manipulation. Et oui, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Réellement, on vous ment depuis 20 ans sur ce sujet, et je suis bien content de pouvoir le dire. Les experts qui parlent du climat, en tout cas les scientifiques qui parlent du climat, n'ont aucune raison de vous mentir. Voilà, c'est pas pour des raisons financières qu'ils s'autofinancent. Voilà, il n'y a pas de raison de mentir et il n'y a pas de mensonge. Voilà, personne n'en sait rien, en fait, tout simplement. Il m'a suffi de regarder un petit peu de plus près le sujet pour comprendre qu'on n'en sait rien. Voilà, tout simplement. C'est hallucinant. Très bien. À Je vous. pense que Non, mais qu'on a fait le à tour vous. du Non, sujet mais de l'écologie. Vous non, êtes mais fondamentalement opposés entre c'est hallucinant, c'est climato-conscients hallucinant. et À lui tout seul, climato-sceptiques, mais à lui tout seul, il a réussi à dire autant de conneries qu'on en entend depuis 20 ans. C'est incroyable. Dire Monsieur autant Comte, de bêtises, ne perdez c'est pas votre calme, s'il vous plaît. exceptionnel. Exceptionnel. Fermez les yeux à ce très point bien. sur la Donc crise climatique, c'est on va dingue. C'est on va dingue. partir sur un Monsieur autre Comte, sujet. calmez-vous, tout va bien. Tout va Gisèle, bien se passer. excusez-moi, le débat ça fait déjà plus d'une heure, 1 heure et quart qui dure. Ça commence à faire beaucoup pour un débat à 2 personnes. Donc on va aborder l'avant-dernier sujet avec Amélie qui va vous poser une question là-dessus. C'est un sujet, un sujet qui traite de l'immigration. Et la première question sera pour Gisette. Donc, que proposez-vous à ce sujet, donc au sujet de l'immigration, pardon. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'immigration, donc au vu des problèmes que nous pose l'immigration, donc on l'a vu par des chiffres, donc je l'ai déjà dit au premier débat, je ne vais pas forcément tout répéter, donc on a 25% de nos prisonniers qui sont étrangers, bon voilà, on va pas revenir là-dessus, il y a un problème avec l'immigration, ça on le voit bien, il y a un lien entre immigration et délinquance, mais ça on l'a bien vu, donc je propose d'expulser les clandestins ainsi que les prisonniers étrangers. Je propose également de durcir les conditions d'attribution de la nationalité française. Je veux que l'on pratique l'immigration choisie et qu'on arrête définitivement l'immigration de masse. Donc ça nous fera déjà à peu près 1,3 milliard d'économies par an, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je veux qu'on renvoie systématiquement les immigrés délinquants. Bon, voilà, on va quand même pas les garder sur notre sol. Ensuite, on supprime le droit du sol, on met le droit du sang. C'est mieux. Ensuite, je pense qu'il faut négocier, voilà, les pays extra-européens pour reprendre, pour qu'ils reprennent leurs ressortissants, sinon ils auront des sanctions économiques. Et il faut mieux contrôler les frontières européennes. Je pense que toutes ces mesures nous permettront justement de nous en sortir sur le plan de l'immigration, qui est un réel problème dans notre société actuelle. Personnellement, je considère qu'il faut garantir l'accès au droit d'asile dans la mesure où quand les gens partent de chez eux, ils ne le font pas par plaisir, hein. En général, ils fuient la guerre, ils fuient des situations absolument, des conditions de vie absolument déplorables, ils fuient les crises climatiques. Personnellement, je considère que les personnes qui viennent en France
Elles le font pas par plaisir, mais c'est notre devoir de les accueillir parce que ces personnes-là ont le droit, comme tout le monde, de vivre dans des conditions correctes. Mais il ne faut pas, quand on les accueille, les lâcher comme ça dans la nature et les laisser vivre sans accompagnement. Parce qu'il est évident que ces personnes-là, si on les abandonne dans des quartiers défavorisés, comme on le fait actuellement, elles vont vivre dans des conditions déplorables et ça va forcément favoriser le développement de la délinquance. Quand on vit dans la précarité, quand on vit tous ensemble en groupe, c'est forcément logique que se développent des comportements délictueux. Donc je pense qu'il faut ramener la République dans ces quartiers, l'idéologie républicaine dans ces quartiers, en investissant dans les services publics, les infrastructures. Il faut permettre à ces gens de s'intégrer, il faut les accompagner. Quand ils arrivent sur le territoire, il faut leur donner des cours de français, parce qu'on ne s'intègre pas à un pays si on n'en parle pas la langue. Il faut leur donner des formations professionnelles pour qu'ils puissent travailler. La meilleure des socialisations, c'est le travail. Donc je pense qu'il faut les accueillir, mais les accueillir dans de bonnes conditions, parce qu'on peut le faire. Je tiens à rappeler les chiffres du Conseil économique, social et environnemental, qui estime que l'immigration coûte 16 milliards par an, mais qu'elle nous rapporte 23 milliards, qui nous fait 7 milliards d'excédent. Je propose qu'avec ces 7 milliards d'euros, on investisse dans les services publics, voilà, les infrastructures, dans les formations, dans l'apprentissage du français, pour permettre à ces gens de s'insérer et non pas de s'agglutiner dans des quartiers défavorisés qui favorisent la délinquance. Il faut que la République se retourne dans ces quartiers pour permettre l'intégration de tous dans de bonnes conditions. Alors donc, Monsieur Ocomte, j'ai quelques remarques. Déjà, premièrement, oui, les immigrés le font, alors pas tous, mais beaucoup d'immigrés viennent pour justement profiter, pour avoir une vie meilleure. Vous comprenez? Donc, moi, je les comprends bien sûr, mais je ne veux pas que justement ça pèse sur notre économie et que cela apporte également des problèmes d'insécurité. Ensuite, vous n'allez pas me dire que l'Algérie et les Algériens et les Marocains sont des gens qui subissent la guerre au quotidien. Il n'y a pas de guerre en Algérie ou au Maroc. Pourtant, bon, il y a beaucoup d'immigrés qui viennent d'Algérie ou du Maroc. Bon, ensuite, pour ce qui est de l'accueil des immigrés, mais monsieur Ocomte, dans les années 1970, les immigrés, ils se comportaient bien. Pourtant, ils n'avaient pas d'aide. Vous comprenez bien qu'il y a un problème là-dessus. Ensuite, monsieur Ocomte, quand on vit en banlieue, on a accès aux services publics. On est près de la grande ville. On n'est absolument pas exclu. Il y a un rapport de Dominique Laurent. En 2006, il a décrété que la banlieue elle bénéficie de bien plus d'argent que les petites villes. Donc voilà, je pense qu'on a un réel problème avec l'immigration et c'est pas en ayant un discours, voilà. Alors je comprends ce discours, bien sûr, évidemment, on a tous le droit d'être peinés par la situation de ces migrants, la situation de ces personnes qui viennent. Mais voilà, moi je pense qu'il faut les aider dans leur pays quand nous on sera en situation de le faire, plutôt que justement les faire venir pour que justement qu'il y ait encore des problèmes, que ce soit d'insécurité, voilà. Donc je pense vraiment il y a un problème là-dessus et c'est sûrement pas en leur fournissant plus d'aide sociale que ça va les aider, je pense. Alors, vous avez parlé de l'Algérie. Bon, l'Algérie, c'est un système dictatorial, hein. On a bien vu que les Algériens ne supportaient plus cette dictature qui existe depuis maintenant la fin de la guerre d'Algérie. Donc, bon, moi, je les comprends, hein, quand ils ont envie de partir de ce pays qui est absolument pas forcément de bonnes conditions, notamment parce que la démocratie n'existe quasiment plus en Algérie. Bon, et ensuite, je vais prendre un exemple. Imaginons, on a la guerre en France. Bon, on va partir dans un autre pays si jamais tout est détruit. Bon, il y en a forcément qui vont partir du pays et qui vont aller dans un pays adjacent, un pays à côté. Quand on arrive dans ce pays, on va être dans des conditions très précaires, on va être dans des conditions difficiles, on va s'entasser dans des quartiers défavorisés. Et l'instinct humain, l'instinct de survie humain, il s'applique à tous, pas qu'aux gens qui viennent d'Afrique, du Maghreb ou d'autres régions du monde. Nous, si on est dans leur situation, on aurait la même disposition à la délinquance, parce que c'est la précarité sociale, la précarité économique, administrative, qui fait la délinquance. C'est ça qui fait la délinquance. Donc, je pense qu'il faut permettre à ces personnes-là de ne plus s'entasser dans des quartiers. Il faut permettre à tout le monde de s'intégrer pleinement avec des formations, avec de l'apprentissage, avec des services publics, parce qu'aujourd'hui, on a des politiques qui
refuse de voir que se créent des quartiers comme ça, des zones totalement abandonnées. Et ces zones, il faut les récupérer. Il faut ramener la République là-bas pour permettre à tout le monde de s'intégrer correctement. Voilà. C'est tout ce que je dis. Et puis, sur les chiffres, je vous l'ai dit, c'est 7 milliards d'excédents l'immigration. On peut très bien s'en servir pour favoriser l'intégration de tous. Rapidement, monsieur le comte. Déjà, premièrement, je tiens à vous dire que la Russie, c'est également un pays dictatorial, une dictature, et pourtant, je vois peu de Russes qui viennent dans notre pays. Alors, vous allez me dire, c'est parce qu'ils n'en ont pas l'occasion. Oui, vous avez raison. Alors ensuite, pour ce qui est des immigrés qui seraient parqués dans les banlieues. Bon, ils ne sont pas parqués dans les banlieues. Les immigrés italiens et espagnols, ils étaient aussi entre eux. Ils n'ont pas spécialement posé de problème à la France quand ils sont venus. Ensuite, pour ce qui est des zones abandonnées, moi je suis d'accord avec vous, il faut rétablir l'ordre, mais il ne faut pas juste donner de l'argent en venant avec une belle gueule. Non, il faut ramener l'ordre parce qu'il y a des checkpoints aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans certaines cités. Donc, bon, je pense quand même qu'il y a un sérieux problème là-dessus. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il faut ramener l'ordre dans ces zones abandonnées pour les reprendre. Et c'est pas en donnant des aides sociales qu'on va y arriver. Mais en fait, en envoyant la police dans ces quartiers, vous allez créer encore plus de désordre, encore plus de dangerosité. Et le problème, c'est qu'on a notamment énormément de trafic qui se développe dans ces quartiers-là parce que c'est le seul moyen que certains ont pour se faire de l'argent. Donc je propose de légaliser le cannabis, que la production soit et la distribution soit contrôlée par l'État. Ça permettra de créer des emplois notamment, et ça permettra de briser les trafics qui sont également constitutifs de certains quartiers précaires, où s'entassent les migrants dans des conditions déplorables. Donc je pense de légaliser le cannabis pour briser eh bien, tous ces comment ça se dit déjà, tous ces tout ce trafic. Et honnêtement, hein, je pense que la meilleure façon pour chacun de s'intégrer, c'est la socialisation, c'est le travail, c'est l'emploi, c'est l'apprentissage du français. Envoyer la police, ça va ne faire que créer encore plus de problèmes. Et honnêtement, je pense que le meilleur moyen, c'est d'intégrer pleinement les immigrés par de vraies formations, de vraies conditions acceptables de travail, tout ça, etc. C'est, je pense, le meilleur moyen de réduire l'insécurité qui peut exister dans certains quartiers. Parce que quand on socialise, quand on a un salaire, qu'on travaille, on est beaucoup moins enclin à la violence et au délit que quand on est précaire. Écoutez, rapidement, ça ne marche pas comme ça. Soit on est fort, soit on ne l'est pas. C'est pas aux immigrés qui viennent de dicter la loi. Les forces de l'ordre doivent pouvoir pénétrer dans ces quartiers sans se faire accueillir à coups de mortier. Voilà, donc il faut choisir. Ensuite, pour ce qui est de la légalisation du cannabis, je ne suis pas sûr que ça réglera le problème. Vous comprenez, ils font du trafic avec d'autres drogues. Ça va rien changer. Et ensuite, ils sont sans emploi. 55% des étrangers extra-européens sont inactifs. Il y a 900 000 emplois actuellement. Je ne vois pas ces immigrés qui arrivent se jeter sur ces emplois. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y aura un réel problème là-dessus. Non, la vérité, c'est que ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Il faut être fort avec les gens qui arrivent. C'est comme un enfant qui grandit. Vous devez lui imposer des règles. Si vous lui imposez pas de règles, il va faire n'importe quoi. Il va pas se tenir. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la société. On doit respecter la police, peu importe qu'on soit un immigré, qu'on vienne d'un pays où il y a la guerre ou pas. On doit respecter, on doit venir pour travailler et on doit respecter les règles de la République. Ça ne change pas. Mais ils sont inactifs à 55% parce que justement, ils n'ont pas les conditions économiques, administratives pour avoir accès à l'emploi. Ils ne sont pas capables de faire les démarches. Beaucoup d'entre eux ne parlent même pas français. C'est impossible de faire les démarches pour obtenir un emploi. C'est pour ça que quand ils arrivent en France, il faut obligatoirement leur apprendre le français et leur donner des formations professionnelles. Et sur le fait que moi, je veux rétablir la police de proximité. C'est-à-dire que dans ces quartiers où il y a de l'insécurité, il faut évidemment qu'il y ait des policiers pour protéger les personnes qui vivent dans ces quartiers, pour protéger les personnes qui ont du mal avec ces populations. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste envoyer la police pour tabasser tout le monde. Je suis d'accord qu'il faut évidemment plus de policiers parce que la police aujourd'hui manque énormément de moyens. Mais il faut également intégrer ces personnes-là. On peut à la fois protéger les individus qui vivent dans ces quartiers tout en permettant l'insertion des immigrés qui arrivent.
C'est tout. Et en fait, c'est juste dans l'idée de ramener une idéologie républicaine, de donner un espoir, comment dire, une perspective de vie à ces gens-là, parce que sans perspective de vie, on est forcément plus enclin à la délinquance. Monsieur Comte, juste pour finir, ils ont les capacités. Ils ont les capacités de trouver un emploi, ils ont l'accès aux services publics, il y a Pôle emploi. Ensuite, pour ce qui est de leur pratique du français, ben oui, mais déjà, premièrement, ils n'ont pas à venir. Ils n'ont pas à venir parce que la France n'est pas une terre d'immigration. La France n'a pas à accueillir des étrangers, qu'on fasse venir 2, 3 personnes par-ci par-là pour combler des manques, pour prendre des gens plus qualifiés, je suis d'accord, mais qu'on fasse venir plein de gens avec des conséquences néfastes sur notre sécurité et sur notre économie, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, la police, elle ne tabasse pas. Je vous dis, la police, elle fait un travail admirable, elle n'est pas soutenue par le gouvernement. Voilà, il y a un réel problème là-dessus. Et puis ensuite, je pense qu'il ne faut pas recruter de nouveaux policiers. Il faut en réalité débureaucratiser. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont en train de faire actuellement des travaux bureaucratiques qui ne sont pas sur le terrain. Et bien moi, je propose que ces personnes ne soient plus aux commandes des problèmes bureaucratiques, mais soient sur le terrain, en train de défendre notre pays, voilà, aller dans les quartiers, déloger ceux qui, excusez-moi de l'expression, foutent les bordels. Et voilà, je pense que réellement, il y a un problème d'immigration et on ne va pas, encore une fois, le régler comme cela. D'accord, donc je pense qu'on peut conclure cette partie sur l'immigration et la sécurité avec une dernière partie qui sera très rapide. Je pense qu'il ne suscitera pas beaucoup de débat parce que c'est plus des questions posées individuellement à chacun d'entre vous, des questions. Je vais peut-être vous laisser un petit temps de réflexion parce que c'est des questions peut-être qui vont vous surprendre un petit peu. Donc, selon vous, je la pose à tous les deux. Donc, le premier qui veut répondre le pourra. Quelle est la figure, donc la personne, qu'elle soit politique, culturelle ou n'importe, qui vous inspire le plus dans votre quotidien pour que les électeurs aient une idée de votre idéologie? Donc, si vous voulez répondre dès que vous avez une idée, prenez la parole et c'est chacun son tour. Donc, je pense pas que ça suscitera beaucoup de débats ces noms-là. M'inspire le plus, euh, je pense que c'est pas une personnalité actuelle, c'est pas quelqu'un qui fait de la politique actuellement, c'est quelqu'un qui a fait de la politique pendant assez longtemps. Je pense que c'est François Fillon. François Fillon, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a failli devenir président de la République en 2017, qui a échoué à cause justement de cette affaire avec les emplois fictifs de sa femme. Et c'est quelqu'un qui avait un projet qui était vraiment radical et qui pouvait, selon moi, et qui aurait, selon moi, redresser la France s'il avait été appliqué. Et c'est donc pour cela que pour moi, François Fillon, c'est un exemple. C'est quelqu'un de très, très, comment dire, parfois on lui reproche même d'être austère, mais en réalité, c'est quelqu'un de ferme. C'est quelqu'un qui a les solutions, qui avait les solutions, et je pense que justement, c'est un vrai modèle pour moi. Et vous, Tom? Euh, Personnellement, je dirais. Ouais, j'hésite. Bon, je pense que je dirais. Euh, C'est compliqué. J'hésite entre plusieurs. Je peux dire plusieurs noms au pire. C'est pas. Oui, tout à fait. Bon alors, j'ai sur l'écologie, par exemple, il y a Jean-Marc Jancovici que j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Sur l'économie, j'aime beaucoup ce que dit Thomas Piketty notamment. Je crois que je l'avais déjà mentionné au premier débat. Et après, le dernier, c'est sur les relations internationales que j'avais déjà mentionné aussi, je crois. C'est Dominique de Villepin. Même si je partage pas son idée de la politique économique, tout ça, etc. Sur les relations internationales, je trouve qu'il a une position très, très, très juste, très claire. Donc voilà. Très bien, et il reste donc une seule question avant de vous laisser chacun votre tour conclure ce débat. La dernière question, elle est simple. Aujourd'hui, vous êtes des hommes politiques très influents, vous êtes au second tour d'une élection présidentielle. Symboliquement, si vous n'étiez pas homme politique comme vous l'êtes à l'heure actuelle, vous auriez fait quoi comme métier?
Donc on va poser ça à J7 en premier. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas été euh, politicien? Bah, écoutez, je pense que j'aurais été historien et peut-être prof d'histoire également, spécialisé en ethnologie parce que c'est des domaines qui m'intéressent fortement. Donc je pense que ça aurait été ça. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le droit et l'économie, alors je pense que j'aurais soit fait peut-être magistrat ou chercheur en droit constitutionnel, parce que j'aime beaucoup le droit constitutionnel, ou sinon, pourquoi pas, eh bien aussi être économiste, voilà, faire des thèses d'économie, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ou bon, j'ai beaucoup d'idées, mais ou m'engager, notamment dans le secteur associatif, concernant l'écologie, tout ça, parce que je trouve que c'est un sujet très important. Très bien, donc ce débat, on va vous laisser conclure maintenant. Donc Tom a approximativement 1 minute de retard en termes de temps de parole sur J7, donc on va dire que Tom aura euh, 1 minute pour conclure, tandis que J7 aura 30 secondes. Alors Tom, je vous laisse commencer cette conclusion. Pourquoi voter pour vous à ce second tour? Bon, comme je l'ai dit en introduction au début, vous avez la possibilité de choisir à ce second tour entre deux modèles de société totalement différents. Je pense que tout le monde a pu le voir durant le débat. Voilà, moi je propose une société, une France qui est plus juste, plus protectionniste, plus écologique, mais également plus démocratique. Voilà, une France qui permet à tout le monde de vivre dans des conditions décentes, une France où l'économie est au service de l'intérêt général, une France qui respecte l'environnement, qui respecte la biodiversité, une France qui lutte contre les inégalités, mais également voilà une France plus démocratique, une France qui respecte la vie de ses citoyens, qui fait entendre la vie du peuple, puis également voilà une France humaine et une France qui défend ses intérêts avant tout, une France qui s'assure de voilà de eh bien de d'avoir les capacités d'être autosuffisante, d'être souveraine. Donc voilà, c'est ce que je défends aujourd'hui. Voilà, c'est un projet juste, humain, écologique, démocratique. Et voilà, c'est une France, un modèle de société nouveau qui change beaucoup avec tout ce qu'on a vu depuis 40 ans. Mais voilà, je pense que c'est le moment de prendre ce virage écologique, ce virage économique pour changer notre société, sortir du capitalisme total pour passer à une économie plus keynésienne, une économie voilà, plus respectueuse des gens et plus respectueuse de l'environnement. Donc, j'invite tous ceux qui partagent ma vision, qui veulent avoir cette France-là, qui veulent avoir un bel avenir, un avenir où tout le monde pourra vivre dans des conditions décentes, bien de voter pour moi. Voilà. Et je n'attaquerai pas J7 parce que je trouve que c'est mieux de finir sur une note positive. Voilà, j'étais très content de débattre, de participer à ce débat, et puis bravo à J7 pour ce débat. Voilà. Donc J7, je vais vous laisser approximativement 40 secondes pour conclure. Alors déjà, je voudrais dire que moi aussi, j'ai été très heureux de ce débat et je remercie Thomas Comte pour ce débat très intéressant qui nous a permis de confronter nos idées. Donc effectivement, vous avez eu le droit à deux visions radicalement opposées. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai dit et c'est pas grave parce que moi, je pense que contrairement à mon adversaire, je ne reprends pas les vieilles recettes politiques qui ont échoué durant des années. Moi, je suis contre l'assistanat, je suis pour une politique libre, je suis pour la liberté, je suis pour le travail, je suis contre l'insécurité. Je pense qu'il faut réaffirmer l'ordre dans nos quartiers, Dix secondes. réaffirmer pardon, l'ordre partout. Et voilà, c'est pour cela que je suis candidat. Et j'espère vous avoir convaincu. Merci à tous les deux pour ce débat qui était passionnant et passionné. Et il sera mis en ligne demain ou mardi pour une ouverture du vote qui se fera mardi. Oui, mardi, donc au moment de la, de la publication du débat sur YouTube. Et les résultats seront annoncés le 9 avril, donc la veille d'un autre événement. Mais voilà, le vote sera donc ouvert de la publication du débat à